scénographe, j'ai 29 ans. Donc on travaille actuellement sur le spectacle de La Flûte enchantée avec Cécile Roussat et Julien Lubeck. Et on est parti sur un univers très onirique et fantastique, un décor qui évolue beaucoup. Donc on a l'acte 1 qui figure une chambre du 19e siècle, donc un espace assez intime. Dans lequel il va se passer beaucoup de choses, il va y avoir beaucoup de révélations, d'apparitions, de transformations. Donc tous les éléments en fait vivent et sont manipulés. Et à l'acte 2, on est dans un espace beaucoup plus grand. C'est un espèce de zoom sur une grande bibliothèque. Où là aussi on entre en fait dans le monde du savoir, dans le monde de Zarastro, et là on travaille sur des livres immenses dans lesquels il va aussi se passer beaucoup de choses, des apparitions, des chanteurs qui vont entrer, qui vont émerger. Enfin c'est voilà. Vous n'auriez que les décors pour expliquer ce côté magique, fantastique, gigantesque. Quel en serait le message et à quoi avez-vous pensé quand vous avez dessiné le décor? Au départ, en fait, c'est vraiment inspiré d'un livre, c'est comme un livre de contes en fait, un livre qui va s'animer. Et donc c'est pour ça qu'au départ, on reste dans un univers assez classique, mais qui est quand même fantastique parce que on se rend compte que tous les éléments en fait paraissent comme ça anodins. Enfin, pour le premier acte, donc qui est cette chambre, cet intérieur, voilà, on a un lit, une table de chevet, donc quelque chose d'attendu, mais on se rend compte finalement que tous les éléments vont prendre vie et s'animer, et c'est en ça finalement que le fantastique, que le conte va vraiment prendre sa place, et qu'on se rend compte que finalement les éléments prennent le dessus, que les comédiens sont justement en proie avec, par exemple, on a un serpent qui est intégré au lit, qui en fait va prendre vie, et c'est lui qui veut tuer Tamino. Donc voilà, c'est un peu comment les choses finalement se retournent, et comment les chanteurs et les danseurs, puisqu'il y a quand même toute une troupe pour aider à ça, et comment finalement on peut être impuissant, mais comment les choses peuvent se retourner. Et ça tend des fois vers quelque chose de plus dramatique, et des fois vers des choses ludiques. Enfin, c'est ce que permettent finalement les apparitions. Soit ça a un côté magique, inattendu, surprenant, soit ça peut révéler d'autres émotions, quelque chose de plus effrayant. Voilà. Et ça, c'est un peu le parti pris de cette scénographie, c'est que finalement, et c'est ça qui est important quand on parle de magie notamment, c'est que voilà, on sait pas, on peut pas anticiper sur ce qui va se passer, et c'est vraiment le cas. Enfin, en tout cas, c'est très présent tout le long de l'opéra. Le travail, en tout cas en atelier, il n'était pas évident au départ, parce qu'on n'est pas forcément sur des gros volumes, sur quelque chose de magistral, voilà, quelque chose de très présent, mais on est sur des éléments plus petits, avec une échelle, on va dire, plus humaine. Mais par contre, chaque élément a demandé un travail qui était assez fastidieux. C'est-à-dire que, ça vous le comprendrez, mais chaque élément, c'est vrai, est truqué. Donc ça a demandé beaucoup de temps et d'organisation.
Et c'est vrai qu'à tous les niveaux, que ce soit les menuisiers, la soudure, la peinture, la déco, ça demande déjà beaucoup de dialogue entre eux. Et c'est vrai que ils ont fait un travail qui était assez fastidieux en peu de temps. Et voilà. Mais là, on en est, on a quasiment terminé. Et c'est vrai que tout a l'air de très bien fonctionner. Et c'est vrai qu'on a aussi beaucoup travaillé sur des détails, c'est-à-dire un rendu esthétique qui sortait un peu tout droit du conte, c'est-à-dire que on n'a rien de lisse ou faut qu'on sente que c'est un décor qui a vécu, qu'on soit un peu emmené dans une ambiance. Et c'est vrai que ça a demandé beaucoup de temps et chaque objet en fait est très travaillé, très à tous les niveaux. Enfin voilà, jusqu'à la patine, jusqu'à la finition, on a quelque chose qui a été. On a fait beaucoup d'essais et le rendu est vraiment concluant et on est très content. Je suis Teresa Campos, je suis l'assistante de production ici de l'Opéra Royal de Wallonie dans la partie décor. Ici, à partir d'ici, on commence à penser la construction. Et pour ça, à chaque fois, les décorateurs ils me font des plans, soit en papier, soit dans l'ordinateur. Je passe beaucoup de temps à l'ordinateur. Ils me font des plans, ils me font des dessins, ils me font des croquis, ils me font des petites maquettes. Quelle couleur, quelle décoration, s'il doit être patiné, s'il doit être peindre, de quelle façon. C'est un peu tout ici qui s'y discute. On fait une grosse réunion ici avec tous les personnels qui travaillent dans l'atelier décor. Et à partir de là, on pose les questions, on regarde les objets. Et on discute comment faire, on discute pour la taille, on discute pour les transports, on discute pour la matière. Je fais un peu la liaison entre les directeurs techniques, les ateliers et les décorateurs. Je fais partie d'une bande de joyeux lurons qui sommes dans le décor des théâtres. Je dis lurons parce que c'est quand même un lieu un peu artistique, un peu fantaisiste. Nous avons quand même 11 personnes qui travaillent sur les éléments de décor. Il y a des menuisiers, il y a des ferronniers, il y a des peintres, il y a des décorateurs. Et il faut des gens qui soient capables de création et d'idées constamment pour pouvoir monter un décor complet. Donc je pense que c'est une qualité pour les gens qui m'entourent, c'est de trouver des gens qui sont à l'écoute, qui ont des idées et qui peuvent, avec leurs idées, arriver à reconstituer tout un décor tel que la maquette a été présentée. Donc voilà, moi j'ai à peu près 17 ans d'expérience dans le milieu de l'opéra et on ne s'en lasse pas, voilà. C'est une expérience unique, je suis très content de faire partie de ces gens-là. Nous sommes des ouvriers de l'ombre, mais sans nous, il n'y aurait pas de spectacle. Parce que le spectacle, il y a aussi, bien sûr, les chants, les costumes, la musique, bien entendu, mais il y a un décor derrière et le décor fait partie intégrale du spectacle.
c'est très large. C'est tout ce qui est le travail d'atelier, c'est-à-dire confection de bijoux, de masques, repatiner les costumes, reperler, fait des manches en pompons. Enfin, c'est très très divers et varié. C'est donc tout le travail manuel d'atelier. Et puis tout ce qui est échantillonnage des maquettes, recherche de matériaux, et finalement le lien entre le costumier et ses désirs et le coupeur et les couturières qui réalisent. Et puis j'assiste aux répétitions, je prends des notes. Vraiment on suit le travail de A à Z, quoi. Notre travail consiste à la réalisation des costumes pour les nouvelles productions. Alors pour ce faire, il y a un costumier créateur de ces costumes qui est choisi par un metteur en scène. Ce costumier dessine, propose au metteur en scène, et une fois qu'ils sont tous les deux d'accord, donc le costumier vient chez nous échantillonner. Qu'est-ce que c'est échantillonner? Eh bien, c'est choisir les matières pour les différents costumes. Une fois le travail d'échantillonnage fait, nous allons couper des prototypes. Un prototype pour montrer au costumier que nous sommes sur la même longueur d'onde. À partir de là, une fois le prototype accepté, eh bien, nous fabriquons les costumes, nous les coupons dans un premier temps, nous les montons à l'essayage et à la suite, nous les essayons. Les artistes sont invités à un essayage, on essaye le costume en présence du costumier bien sûr, on rectifie certaines petites choses, les costumes remontent à l'atelier où ils sont terminés cette fois-ci et ils ne quitteront l'atelier qu'une fois la couturière annoncée. C'est-à-dire que la couturière, qu'est-ce que c'est? C'est la première fois où les costumes sont sur scène. C'est une répétition qui est, je dirais, faite bien sûr en général pour tout, mais où les costumes ont une importance puisque c'est la première fois qu'on les voit sur scène. Alors, il y a une équipe technique qui est présente. Pourquoi? Parce que sur scène, ce n'est pas la même chose que devant un miroir. Sur scène, on bouge, on se met à genoux, on monte des échelles, on tombe, on se relève. C'est-à-dire que le costume peut à un moment donné gêner aux entournures et nous sommes là pour rectifier le tir. Donc nous écoutons les artistes, trop serré, trop large, trop étroit. Nous prenons note, les costumes remontent et ce pendant 2, 3 ou 4 répétitions en costume. Nous allons rectifier le tir de façon à ce que le jour de la première, ce soit tip-top. Que le soliste, ou que l'artiste, choriste, danseur, acrobate, peu importe, que la personne qui est sur scène se sente bien avec son costume. Ça, c'est un objectif à atteindre, absolument. Alors, pour ce faire aussi, il faut une équipe. Et là, je vous dirai, et je ne vous cacherai pas, que l'équipe liégeoise est, je vais peut-être être un peu prétentieux, mais la meilleure d'Europe, voilà. C'est dit. Non, c'est une des meilleures. D'ailleurs, on a
on a une renommée, je dirais, une renommée au niveau costume de théâtre ici en Europe. Et voilà, Cocorico pour Liège. Je me trouve en compagnie de Patrick Davin, le chef d'orchestre de l'opéra La Flûte Enchantée. Alors, monsieur Patrick Davin, 2-3 mots sur l'opéra, ce que représente La Flûte Enchantée pour vous. La Flûte Enchantée, c'est vraiment l'opéra, peut-être l'opéra le plus célèbre de Mozart, bien qu'il ne ressemble pas aux autres opéras. C'est très intéressant parce qu'effectivement, il arrive à la fin de la vie, de la carrière et donc presque de la vie de Mozart. Et pourtant, je dirais qu'il ne ressemble pas aux autres à cause des conditions dans lesquelles il a été écrit. C'est en réalité presque une musique de scène, même si c'est merveilleux et gigantesque. C'est pour un théâtre, c'est pour une pièce de théâtre. Et en plus, c'était un théâtre populaire. Donc là où dans les opéras, je pense à Don Giovanni, Don Juan, Les Noces de Figaro, Mozart avait fait des formes extraordinairement développées, très aventureuses pour l'époque. Ici, on a plutôt l'impression qu'on est devant des instantanés, des toutes petites images, mais qui sont extraordinairement géniales, extraordinairement pertinente et impertinente, je veux dire en 2 notes on reconnaît, et même le grand public, je veux dire les mélomanes, mais aussi même ceux qui ne viennent pas particulièrement à l'opéra, tout le monde a déjà entendu La Reine de la Nuit, tout le monde reconnaît la musique du Glockenspiel, tout le monde reconnaît la musique de La Flûte Enchantée, et ça a été vraiment le génie d'un certain Mozart qui n'est pas le Mozart de tous les jours, je dirais, hein, cette espèce de grande simplicité qu'il a trouvée à la fin de sa vie et en même temps de vraiment magie. Comment expliquer justement que cet opéra est accessible au grand public ? Mais je crois que c'est cela, vous voyez, je comparais ça un petit peu, c'est comme des chansons, comme des refrains, perpétuellement, on n'est pas dans une musique savante, même s'il y a des choses extrêmement savantes qui sont distillées pour certains moments bien particuliers, notamment quand ils sont, je pense à cette musique, quand ils rencontrent les 2 hommes armés, là au moment de l'initiation, et qui est une chose qui fait référence vraiment à des chorales figurées, d'une écriture très aride, très austère, comme ça. Mais à côté de cela, il y a cette espèce de touch, de génie, comme ça, où en 3 notes, il a trouvé ce qu'il fallait trouver. Je comparais ça presque, ça devient un Mozart mélodiste, hein, au sens où on pourrait le dire de certains compositeurs de la fin du XXe siècle, hein, pour les chansons françaises ou pour les chansons pop anglaises, comme ça. Hein. On n'oublie pas Let It Be, on n'oublie pas, il y a quelque chose de cela dans ce Mozart-là. Ce sont des flashs comme ça, des instantanés qui sont merveilleux.
merveilleux. Et je crois que c'est un peu là, au-delà de tout ce qui est difficile dans l'orchestre, dans les chœurs, de mise en place, de changement de tempo, de faire fonctionner tous ces éléments, c'est quelque chose qu'on ne doit jamais oublier. Il y a cette lumière qui doit rester. On n'imagine pas de diriger ça, même si soi-même on est tourmenté. Il faut retrouver vraiment une espèce de pureté, de naïveté presque même pour pouvoir se rapprocher au plus de cette musique. Un petit mot sur l'Opéra Royal de Wallonie. Combien de musiciens? Oui, combien de musiciens? C'est-à-dire que comme c'est du Mozart, les dimensions de l'orchestre sont relativement modestes, je dirais. Mais disons qu'il y a une grosse quarantaine de musiciens. Mais c'est vrai que l'avantage de cela, c'est qu'on peut un peu les disposer comme on le veut, et que ça donne une disposition qui est assez concentrée. Enfin, je suis assez content, même si c'est un peu inhabituel. On a mis les instruments en bois devant, les contrebasses sont placées un peu différemment pour être plus dirigées vers le public. Enfin, normalement, tout ça doit se mettre en place. Vous savez que les contraintes de ce chapiteau pendant les quelques temps où l'Opéra de Wallonie est en reconstruction, la grande maison des rues des Dominicains. Et cet opéra, moi, c'est la première fois que je dirige. Il y a des choses qui, à première vue, peuvent sembler rébarbatives, bien que le lieu soit magnifique. La première fois que j'y suis rentré pour voir une répétition, j'ai dit waouh, que c'est beau, c'est vrai. On n'a pas l'impression qu'on est sous une tente. Il y a les fauteuils du théâtre, il y a cette belle couleur bleue, rouge qui se marie, le bois par terre. Donc c'est très beau, mais en même temps, il y a un petit peu de bruit, des choses qu'on contrôle moins facilement que dans une maison fermée, une maison en dur, je dirais. Mais pourtant, on peut chercher de ces contraintes relatives une espèce de concentration supplémentaire et de ne pas vouloir forcer le son, de ne pas vouloir se dire « Ah, ben, de temps en temps, il y a un bruit qui vient de l'extérieur, donc je vais tout le temps devoir jouer fort. » Ben non, au contraire, il faut l'accepter, comme si on était un peu en train de faire une représentation en plein air, par exemple. C'est à peu près la même chose. C'est bien mieux que du plein air. Évidemment, mais c'est vrai qu'en plein air, parfois on ne choisit pas. S'il y a une montgolfière qui s'envole à 3 km de là, ça fait un peu de bruit. Et ben c'est un peu ici, on ne voit pas les montgolfières, mais on a un peu ces quelques difficultés. Et si on accepte ça comme des éléments de la vie courante, je dirais, bien automatiquement, ça devient même un plaisir presque supplémentaire d'imposer la musique comme ça, sans la forcer, sans lui forcer son destin. Alors, l'opéra s'appelle La Flûte enchantée. Vous, en tout cas, vous aviez l'air enchanté, épanoui sur scène. Oui, enfin, ça, vous savez, j'ai de la chance de faire ce métier-là, donc je suis même, quand je dirige une musique très tragique, je ne vais pas dire que je ris aux éclats, mais c'est quand même toujours un bon moment que j'essaie de passer moi-même, de transmettre aux musiciens. Mais comme je vous disais tout à l'heure, ici, c'est presque une contrainte du métier. Je dirais que pour amener cette légèreté, cet esprit, cette poésie immédiate qui existe dans ce cas-ci, eh bien, on a intérêt à passer au-dessus des quelques scories qui pourraient, parce qu'aujourd'hui on était encore en répétition, donc inévitablement tout n'est pas parfaitement en place. Et il faut garder une espèce d'optimisme comme ça qui était celui de Mozart. Il était dans les pires difficultés de vie. Comment est-ce qu'il écrit une musique comme ça alors que n'importe lequel des êtres humains, en vivant ce qu'il avait à vivre de précarité, de misère, d'angoisse pour son métier, pour l'avenir, ben lui il en recherche... je ne vais pas me dire qu'il en prend le contre-pied, mais il en prend vraiment toute la quintessence et il donne cette musique limpide. Et bien donc nous, on doit un peu aller au-dessus de ça aussi. Et c'est presque le défi, je dis, c'est presque dans le style de devoir réussir à diriger cet opéra convenablement, c'est faire preuve d'optimisme malgré tout. Bonsoir. Bonsoir. 2-3 mots sur La Flûte enchantée.
Moi, je suis Tika, acrobate. On est une équipe danseurs, acrobates et manipulateurs aussi. On fait un peu de tout dans ce spectacle. Et il y a vraiment de super choses. On fait rêver les grands comme les petits-enfants, quoi. Et c'est un spectacle qui dure 2h30 et ça n'arrête pas. Et nous, on n'arrête pas d'ailleurs. Même si vous ne nous voyez pas, on est sur scène. Tout ce qui bouge, c'est nous. Tout ce qui, voilà. Vraiment un spectacle à voir et c'est original et je ne pense pas qu'il y en existe deux comme ça. La flûte enchantée de Mozart. Mozart, c'était mon pote et voilà, je travaille en son honneur. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Alors présentez-vous. Je m'appelle Cécile Roussat. Et je suis Julien Lubec et nous mettons en scène tous les deux la flûte enchantée. Alors enchantée, qu'est-ce qu'elle représente pour vous? La flûte enchantée. L'opéra en lui-même. C'est un rêve. Oui. Voilà, un rêve éveillé que nous faisons partager au public. C'est une œuvre dans laquelle il y a tout, depuis le plus comique jusqu'au plus lyrique, jusqu'au plus le beau, le laid, le drôle, le sérieux. Et voilà, c'est une œuvre du tout. Qu'est-ce qui fait que c'est un opéra culte aujourd'hui? C'est ça. C'est ça. Entre autres. Je viens de le dire. Bah ouais, c'est ça, c'est que c'est accessible aussi, hein. Au XVIIIe siècle. Non, mais oui, accessible. Bah, il y a plusieurs niveaux de lecture aussi, bien sûr. Et c'est un rite initiatique, c'est truffé de symboles maçonniques, de plein de choses que les gens plus cultivés, plus savants peuvent reconnaître. Et puis c'est aussi un conte de fées, et c'est aussi comme un film de Chaplin par moment, ou comme, enfin voilà, nous on y voit plein de références modernes qu'on aime bien, et en même temps c'est beau parce que c'est aussi ancien. Alors aujourd'hui c'était la... Oui, je pense que c'est aussi une œuvre où les gens peuvent se reconnaître à certains moments de leur vie peut-être, ou même se reconnaître eux dans certains personnages ou dans certaines situations. Aujourd'hui c'était la première, c'est ça, de l'opéra à Liège ici? C'était la pré-générale. Ah, heureusement, parce qu'on a encore plein de petits problèmes techniques. Des petites modifications à apporter. Mais très peu. Mais le spectacle est créé, ça y est. Mais après, chaque soirée permet de le rôder un peu. Donc là, c'était la pré-générale. Demain, c'est la générale. Et la vraie première, c'est vendredi devant le vrai public. Okay. Donc vous allez être prêt vendredi à 100%. Voilà. Tout à fait prêt. Et c'est normal. De toute façon, aujourd'hui, c'était une répétition avec la première fois qu'il y avait un peu de public avec nous, mais il s'agissait vraiment d'une répétition qui permet de caler tous les éléments, notamment de costumes, de perruques, de machinerie. Il y en a beaucoup dans le spectacle. Donc, toutes ces répétitions sont précieuses pour tout le monde. Parfait.